et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se prend d'accrocher. C'était prévisible, c'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler, c'est là où on peut doubler. Et il y va, Et il passe. et il se touche, Quel et con. il s'accroche, et Oh, merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. On vous remercie de nous suivre et de nous écouter. Et alors, de quoi allons-nous parler, voire débattre après ce dernier Grand Prix de la saison 2025 ? Tout d'abord, je voulais dire que mes conditions d'enregistrement sont un peu plus disruptives que d'habitude, car cette fois-ci, je suis tout seul à la maison avec un bébé de 11 mois et un petit garçon de 4 ans, qui vont faire au moins dodo. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se prend d'accrocher. C'était prévisible, c'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler, c'est là où on peut Et il y va, doubler. et il y va, Et il y va, passe. et il se Oh, touche, quel et con. il s'accroche, et Oh, merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. On vous remercie de nous suivre et de nous écouter. Et alors, de quoi allons-nous parler, voire débattre après ce dernier Grand Prix de la saison 2025 ? Tout d'abord, je voulais dire que mes conditions d'enregistrement sont un peu plus disruptives que d'habitude, car cette fois-ci, je suis tout seul à la maison avec un bébé de 11 mois et un petit garçon de 4 ans, qui vont faire au moins dodo jusqu'à 7h du matin, ça c'est sûr. Enfin, je croise les doigts. Mais tout ça pour dire que ça me fait penser à Floun, un de nos auditeurs de Barbecue Sport Club, et je crois qu'il y a aussi un participant à certains barbecue foot, et qui anime le podcast Papa Poule sur la parentalité, dont je vous recommande l'écoute. Il est assez marrant et un peu ancré dans la réalité. Il n'est pas sur les grandes théories de qui fait quoi d'après les dernières études. Il est un peu dans le pratico-pratique et c'est intéressant. En tout cas, pour revenir à la Formule 1, je vous remercie tout d'abord de nous avoir suivis tout au long de la saison, mais on va parler de quoi ? Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais Lando Norris est champion pilote de cette saison. Est-ce qu'on est content de ça ou pas ? On va en parler. Je sais qu'il y en a qui ont des choses à dire, n'est-ce pas, Takuma ? Max Verstappen, lui, encore une fois, il remporte le Grand Prix. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire sur le sujet. Je pense que il faut arrêter d'en parler peut-être. En tout cas, la saison est finie, mais bon, si ça devenait un peu lassant. C'est fini pour Helmut Marko chez Red Bull. Je sais pas si c'est une info qui est tombée il y a quelques heures. On a aussi, je sais pas, par exemple, Hamilton sans podium et sans passion en 2025. Que va-t-il se passer en 2026 ? Il y a plus beaucoup de ferraristes qui participent aux émissions. Ceux qui sont là habillés en rouge, c'est plus pour supporter les Chicago Bulls. Hadjar déjà en Red Bull pour les essais de fin de saison après un Grand Prix difficile, en tout cas côté Racing Bulls. En tout cas, autour de moi, Jacques Lafritte, pour parler de tout ça et de bien d'autres choses. On retrouve les futurs candidats aux élections présidentielles 2027. Je commence par Lance Niol, qui, je le répète encore une fois, préfère Barbecue F1 au barbecue basket. Comment ça va, Lance ? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça va.
Juste qu'il va peut-être falloir mettre à jour aussi le générique. Je sais pas si c'est... Voilà, il ça est a coupé. censuré. Il est Ouais, censuré. ça y est. Je vais mettre à jour Il est le générique, censuré, mettre à jour le générique. Flavio est arrivé. Il va falloir répéter cette phrase. C'est quoi? Il y a un problème avec le générique, c'est ça, Lance? Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Non, mais faudra le mettre à jour pour ajouter une déclaration de Lando Norris. Bon, le gros problème, c'est que il fait des déclarations à l'eau tiède, donc il y aura rien d'intéressant. Donc non. Je pense qu'on ne pourra pas. Il attaque Tu veux pas, tu veux pas Zach Brown qui demande s'il est pas sur la hotline du World Champion? Hyper cringe, hein? Oh là là, quel enfer. Mais alors lui, putain, si je pouvais se faire rouler dessus par une McLaren, oh là là, le monde se porterait mieux. Hein. Oh là là, ça y va fort. Alors, Lance Knoll, soirée Ligue des Champions de football, aussi en parallèle de l'enregistrement de cette émission. Takuma, vous l'avez peut-être entendu parler là, toujours un peu corrosif, probablement des théories du complot dans les tiroirs. Ça faisait quelques temps, il y en aura probablement. Comment ça va, Takuma? Toi, par contre, il semblerait que tu préfères le barbecue basket au barbecue F1, si j'ai bien compris. Ah, écoutez, je me suis réservé pour. Alors. Il y a encore des débats, des discussions entre les agents, vous savez, la fin de saison, négociation de contrat, etc. Est-ce le dernier barbecue F1 de l'année ou pas? Nous sommes encore en discussion. Il y a peut-être un autre épisode qui viendra, mais ça chut pas de marque, comme dirait l'autre. Mais je me suis préservé pour cette... On dirait un pilote au Mediapen qui fait de la langue de voix. Je suis très heureux de rejoindre l'écurie Barbecue F1 pour ce nouveau projet. Écoutez, je suis confiant avec la nouvelle réglementation. Je pense que nous allons faire un très très bon travail. Je suis ravi de rejoindre des coéquipiers aussi rapides. Ils vont me pousser dans mes retranchements. Ça va, c'est assez neutre. Ça va, c'est Barbecue GPT qui parle là, j'ai l'impression. Par contre, rassurez-vous quand même, chers auditeurs, les contrats chez Barbecue Sport Club sont pas exactement les mêmes que ceux de Formule 1 pour les pilotes, déjà parce qu'il n'y a pas de contrat payant côté Barbecue Sport Club. Il n'y a rien de déclaré d'ailleurs. Déjà. Mais on n'amène pas, non, on n'est pas des pilotes payeurs non plus, donc tu vas me dire. C'est ça, exactement. Vous l'avez entendu aussi, nous avons Charles Carrefour qui, pour une fois, il a arrêté de pédaler. Comment ça va, Charles? Ça va, salut tout le monde. Ouais, ça va, impeccable. Ok. J'ai passé un bon Grand Prix et une plutôt bonne saison quand même, donc ça va. Ah, ça, je sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est un peu mystérieux quand même ces propos. Bon Grand Prix, bonne saison. Pour nos plus fidèles auditeurs, ils savent ce que j'ai pensé ou qu'est-ce que j'ai parié sur le champion du monde fin de saison et normalement. J'ai une petite déception, quoi. Ou en tout cas, j'ai pas gagné d'argent ce week-end. Oui, mais t'as dit quand même que t'avais passé des bons moments. Donc après, on va en parler. Donc c'était premier sujet, c'était Lando Norris champion. Alors, on va peut-être rappeler un peu les enjeux qu'il y avait sur ce Grand Prix. C'était McLaren est tout organisé en fin de saison pour qu'il y ait quand même un petit peu de suspense, avec des choix stratégiques un peu désastreux et puis des problèmes techniques et de conformité sur notamment Las Vegas. Et il y avait quand même de l'enjeu puisque 3 pilotes pouvaient être champions pendant ce Grand Prix. Enfin, à l'issue de la saison, c'était donc Norris qui avait quand même 12 points d'avance sur Max Verstappen et Oscar Piastri. Et donc l'idée c'est que il fallait qu'il termine à minima 3e pour être sûr d'être couronné champion. Et il a fini 3e de ce Grand Prix, remporté encore une fois par Max Verstappen, qui avait encore a fait un samedi exceptionnel aussi avec ses qualifications et sa pole position 2 fois. En fait, il a fait 2 pole positions en fait, Max Verstappen tranquillement ce samedi. Et puis il a remporté le Grand Prix sans particulièrement de difficultés, mais bon, c'est pas suffisant pour être champion puisque il échoue à 2 points de Lando Norris, sachant qu'il avait je sais pas combien de retard. À un moment donné de la saison, 104 points de retard sur Piastri, mais un peu moins sur Norris. Mais voilà, donc au final, c'est quand même une remontada assez fantastique. Et donc au final, victoire de Verstappen sur ce Grand Prix, 2e place d'Oscar Piastri. Oscar Piastri, ça aurait été complexe aussi pour lui d'être champion, mais en tout cas, Norris, champion à l'issue de ce Grand Prix. Je vais demander tout de suite à Charles, que pense-t-il de ce sacre? Est-ce que ça te va bien que Lando Norris soit champion? On avait donc une écurie McLaren qui a écrasé quand même la première partie de saison.
qui a été couronné champion du monde constructeur assez rapidement, en tout cas sans faire de débat. Côté pilote, ça a été plus délicat. Et donc, quelles sont tes conclusions sur ce titre qui va, pour la première fois, du côté de Lando Norris, pilote McLaren, pilote de 26 ans, pilote britannique. Voilà, je te laisse. Mon avis de Formule X, entre guillemets, c'est que j'ai détesté, par exemple, Verstappen en 2021. J'étais vraiment pro Hamilton, et je le suis toujours. J'aimais pas comment il était, et cette année, j'ai aimé le bonhomme, ou plutôt comment il a réussi à piloter avec le bousin qu'il avait entre guillemets en début de saison, et la rédemption qu'il a eue et comment il a réussi à remonter. Donc là-dessus, chapeau. J'étais plutôt pour Piastri dès le départ, et il a fait quand même, on va dire, un très bon Grand Prix ou une très bonne première partie de saison. Donc, au final, on en avait peut-être un peu marre, ou certains pouvaient se lasser du fait que Verstappen roulait sur la F1 comme il avait pu le faire en 2023 et un peu en 2024, où c'était un peu plus tendu, entre guillemets, même si il avait été champion bien avant Abu Dhabi. Donc là, au final, cette année, on a un nouveau champion, c'est plutôt cool pour le challenge et pour l'année prochaine, où dans tous les cas, on savait qu'il allait avoir les nouvelles réglementations et tout là, potentiellement ça allait rebattre les cartes, mais au moins on finit l'année où cette réglementation avec un nouveau champion, c'est cool entre guillemets pour le spectacle. Après, la manière quand nous on est assidus à ça, je sais pas, je trouve qu'il y a un peu de déception me disant que, je sais pas, il y a toujours ce complot derrière moi qui me dit qu'il a été favorisé par rapport à Piastri, que c'est incompréhensible comment Piastri n'arrivait plus à rouler à partir d'Azerbaïdjan alors qu'il a roulé sur le championnat sur les 15 premiers Grands Prix de l'année. Là-dessus, j'ai toujours un peu en travers ce pseudo-favoritisme. Il y en a peut-être eu, il n'y en a peut-être pas. C'est peut-être les fans qui se faisons un film, hein, mais en tout cas, il y a du body language qui trompe pas, ou en tout cas qu'on interprète un peu à notre sauce. Et bon, je trouve que bon, tant mieux pour Norris, c'est cool, voilà, il est champion. Mais en fait, je me dis que je sais pas, je le vois pas champion du monde encore, quoi. Je sais pas, comme Verstappen, on savait qu'il allait tout casser. Bon, Norris, ça fait déjà 7 ans, mais il a pas tout cassé cette saison, quoi. Il s'est pas battu comme un champion. Il a vraiment eu des trous d'air à un moment donné, parce qu'il avait toujours la voiture performante. Et du coup, je sais pas, je me dis que c'est quand même bon. Il l'a arraché, hein, parce qu'à 2 points près, c'est quand même pas. Il fallait pas qu'il y ait un Grand Prix de plus, quoi. Ouais, ou en tout cas qu'il ait une avarie ou qu'il y ait plus de concurrence. Et là-dessus, il a de la chance d'avoir eu un trou d'air moins important que son coéquipier, est-ce que c'est ça qui le sauve au final. Mais ou le complot, ouais, ou le complot, ouais. Bah ouais, je suis entre guillemets content pour le storytelling, mais je sais pas, je suis encore, je suis pas quelqu'un que je voyais gagner, ou en tout cas, comme on l'a vu, il a pas écrasé la concurrence, hein, donc c'est un très bon pilote, là-dessus il y a rien à dire, mais en tout cas il a su l'année où il pouvait gagner, il l'a fait, donc chapeau à lui. Et, ok. Après, il y a un truc qui le dessert, il faut le noter tout de même, c'est que forcément, il a les points pour être champion du monde, c'est clair, mais il est sacré au moment où il y a leur momentum qui est carrément côté Verstappen. C'est pas comme si la saison avait commencé à l'envers, comme ça a été le cas par exemple sur la saison dernière, où on avait Verstappen qui avait écrasé complètement la première partie de saison avec Red Bull, et ça a été difficile sur la fin d'année, ils étaient à bout de souffle. Là, c'est l'inverse, et donc au final, on a notre ami Lando qui se retrouve sacré alors qu'il y a une sorte de domination monumentale de Maxou qui l'emporte, alors que bon, sur la fin de saison, sur la vraie fin de saison, on peut se dire que quand même la Red Bull avait rattrapé le retard par rapport à la McLaren quand même, tout de même, mais il y a une grosse partie, il y a eu quand même pas mal de grands prix, on a bien vu que Verstappen l'emportait avec une voiture qui était moins dominante que la McLaren. Ouais, c'est clair. Lance. L'année dernière, quand on parle excuse-moi, mais l'année dernière, tu vois, au Grand Prix du Brésil, quand même, Verstappen, même si c'était un peu en plus en bout de souffle, il fait une masterclass de pilotage, quoi qu'on en dise. Il restait 3 Grands Prix après Brésil. Donc il avait, puis il a jamais perdu son avance, quoi. Bien sûr. Bon, après, il y avait aussi un grand écart. Et Lance, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Bon, en fait, t'as un arrière-goût dans la bouche pour Lando Norris. Il y a trop peu d'écart. C'est
trop peu flagrant. Alors, il a pour lui la régularité. Et en fait, c'est ce qu'on demande à un vainqueur de championnat, quel que soit le sport. C'est finalement le plus régulier qui est bon et qui est champion à la fin d'une saison, que ça soit en foot, en basket, en hand. C'est pas forcément celui qui va peut-être avoir le plus grand nombre de victoires, et encore, ça dépend l'attribution des points que tu fais, mais c'est celui qui sera le plus régulier. Lando, à l'arrivée, c'est celui qui fait le plus de podiums, il en fait 18. Max Verstappen, il en fait 15. Sur les 9 dernières courses, ok, Max, il prend 6 courses sur 9. Donc, ça veut dire que avant, si on enlève donc sur les 15 premières courses, il n'en gagne donc pas que 3, 2, pardon, vu qu'il a eu 8 victoires. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte pour Max, c'est que c'est lui qui gagne le plus de grands prix sur l'année. Donc il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte, mais derrière, Lando, c'est lui qui a été le plus régulier. Il a fait le dos rond quand son coéquipier a surdominé la première partie de saison. Lui a su prendre le lead. Il a su prendre 2 victoires dans la dernière ligne droite, ce qui lui a permis de passer déjà devant son coéquipier et de rester devant. Après, ce qui rend encore plus amer, et finalement où les gens ont un petit arrière-goût dans la bouche, c'est qu'avec une McLaren aussi dominante, gagner seulement de 2 points sur une Red Bull qui n'a pas été bonne quasiment les 2 tiers de la saison, c'est ça qui est un petit peu gênant. Alors après, c'est sur les développements. On sait que beaucoup d'écuries ont arrêté de développer en milieu de saison. Est-ce que McLaren a arrêté de développer sa voiture assez tôt, se disant on a nos 2 pilotes qui trustent toutes les victoires, donc ça va jouer entre ces deux-là, peut-être pas la peine de mettre au bout. L'arrivée de Mekies chez Red Bull, un ingénieur avec peut-être une meilleure compréhension de la voiture et de remettre aussi Max Verstappen à l'avant, c'est-à-dire ils avaient développé une voiture côté Red Bull beaucoup plus équilibrée. Ils ont remis le curseur entièrement sur Max avec une voiture qui lui a correspondu, et bizarrement, il s'est remis à gagner. Donc peut-être qu'après, côté Red Bull, tu peux te dire que si ils avaient fait un développement de voiture entièrement tourné sur Max dès le début, peut-être que la saison aurait été différente aussi. Donc en fait, t'as plein de choses qui font que les gens se disent, et c'était l'un des débats dans quasiment tous les débriefs et toutes les émissions sur la Formule 1, c'est est-ce que finalement Lando Norris est un beau champion du monde? Moi, je vais toujours remettre une pièce dans la machine que je dis à chaque fois, c'est que le championnat pilote ne devrait même pas exister, il devrait y avoir que le championnat constructeur. Donc, parce que sur toutes les dernières années, là où tu as accepté que le champion pilote le méritait, c'est parce qu'il avait la meilleure bagnole. Peut-être l'année dernière, ça peut se discuter, où McLaren a la meilleure voiture la moitié de la saison, mais Max a pris assez d'avance et a résisté à la fin dans les conditions qu'on est. Charles parlait du Brésil, dans les conditions dantesques où Max fait une masterclass et réussit à conserver son avance de pas grand-chose, parce que les McLaren revenaient. Là, on disait il y avait une course d'en plus, Max pouvait gagner, mais je pense que la saison passée, 1 ou 2 courses de plus ou un sprint, et c'est les McLaren qui passaient devant. Donc au final, tu avais une sorte de momentum. Mais sur les années passées, ça choquait moins, parce que finalement, la meilleure voiture avait le pilote champion du monde. Et donc, c'est finalement ce très faible écart avec Max qui peut déranger les gens. Mais à l'arrivée, je le répète, Lando mérite son titre, tout simplement parce qu'il a été le plus régulier sur la saison. Si Piastri avait eu un meilleur mental et avait pu, en dehors des papay rules et une certaine préférence pour Lando, normalement, c'est Piastri qui doit être champion cette année. Et s'il est champion, s'il continue à dominer, si au lieu de gagner que cette course, en s'arrêtant à la moitié de la saison, il en gagne 9 ou 10. Là, ce soir, on est en train de dire que Piastri mérite son titre de champion du monde sans aucun problème, et que c'est un beau champion du monde. Donc, en fait, il y a un petit peu tout ça qui fait que on a l'impression que Lando se retrouve champion du monde par défaut, alors qu'il le mérite. Ouais, alors forcément, les chiffres ne mentent pas, mais bon...
On peut dire quand même que déjà, enfin, j'ajoute à ça, c'est Takuma qui va répondre maintenant. C'est que déjà Red Bull, ils avaient qu'un seul pilote, donc forcément quand même ça a un impact ça sur le championnat du monde parce que personne prend les points à la place du coéquipier enfin c'est McLaren qui prend les points à la place du coéquipier de Verstappen en théorie. Et puis franchement aussi, on peut aussi noter l'impact qu'a eu Max Verstappen. Alors forcément quand on est derrière, il y a plus de monde à doubler devant, mais l'impact du pilotage de Max Verstappen sur les résultats et les points qu'il arrive à obtenir par rapport à une voiture dominante comme celle de McLaren. En tout cas, c'est assez sensible quand même parce que moi qui quand même quand je publie les épisodes, il faut trouver des titres, le Maxterclass ou des choses comme ça ou Super Max, c'est compliqué de trouver des alternatives après certains week-ends de course où vraiment il éclabousse de toute sa classe et comme on l'a dit, il y a pas forcément tout le monde était fan de Max Verstappen du côté de Barbecue F1 et entre l'année dernière et cette année il a quand même calmé pas mal de gens qui l'aimaient pas trop parce qu'au niveau du talent c'était éblouissant. Takuma, c'est quoi ton sentiment par rapport à tout ça? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu penses de Lando Norris, de McLaren, de cette saison 2025 côté McLaren en fait? J'ai beaucoup de choses. Déjà, est-ce que Lando Norris mérite le titre? Je penche plus vers le non que vers le oui. Je peux pas m'enlever de la tête que quand on voit le traitement réalisé par Zak Brown et la façon dont il a été satellisé numéro 1 malgré les discours de façade de Monsieur Marron qui sont d'un creux et d'un vide, du coup, moi je vois ça, je dis mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Chez Mercedes, à l'époque, quand il disait qu'il y avait un numéro 1, enfin, il y avait 2 numéros 1 au début de saison, ok. Au bout d'un moment, quand Hamilton, il avait pris l'avantage, on avait compris que c'était Hamilton qui avait l'avantage sur le reste de la saison. Et la saison où Rosberg est un peu meilleur qu'Hamilton. Alors, Rosberg n'est pas défavorisé. Il lui laisse l'opportunité d'aller jusqu'au bout pour le titre. Et en plus, bon, ils avaient Niki Lauda qui, si jamais il y avait merdage, il attrapait les deux par le coin de l'oreille. Il disait, bon, les deux, vous me saoulez, là, avec l'Espagne et tout le tintouin. Maintenant, vous arrêtez vos conneries, vous vous battez. Au final, ça a été clean. McLaren, il n'y a rien de tout ça. Et ça se voit. Le côté avantage, on peut dire, ah oui, peut-être pas, machin. Ça se voit sur les discussions radio d'après-course de Zak Brown. Avec Lando Norris, il est évidemment heureux pour lui, ça, il n'y a pas de problème. Il est dans la folie, il se permet même une vanne qui est nullissime avec est-ce que c'est la hotline des champions du monde? LOL. Super Zak, top humour. Le message radio à Oscar Piastri, c'est d'une nullité. Déjà, t'as l'ingénieur de Piastri qui lui parle, il se fait couper en plein milieu de son message. Brown, il arrive avec le ton le plus monocorde. Ouais, super Oscar, reviendra plus fort la saison prochaine. Merci d'avoir été un team player, tout ça, super. Rien qu'avec les 2 messages radio, on a compris. Et à partir du moment où en Italie, à Monza, je rappelle que McLaren loupe un arrêt au stand sur Lando Norris, ce qui arrive, c'est un fait de course, ça arrive. Ils ont forcé pour que Norris reprenne une place sur Piastri et finalement c'est des points que perd Piastri factuellement, mais derrière l'Azerbaïdjan il perd parce qu'il en a parlé, il avait dit que ça l'avait un petit peu chamboulé ce qui s'était passé à Monza et forcément tu perds la confiance que t'as en ton écurie quand t'as devant la média un discours de non, Papaya Rules, bien sûr, 2 pilotes numéro 1 et tout, alors que quand tu regardes les faits, il y a un pilote numéro 1 affirmé et un pilote numéro 2. Si tu veux une théorie du complot, j'en ai une pour toi, si tu veux, mon cher Jacques. Oh oui, attends, mais il y avait une musique, attends, j'avais la musique, attends, c'est pas celle-là? Réfléchissez 2 minutes. Ah non, c'est pas celle-là. Je me suis trompé. Vas-y. On peut réfléchir 2 minutes. Je sais plus, on peut toujours réfléchir 2 minutes, mais en tout cas... À l'époque, chez Ferrari, il y avait un certain Kimi Räikkönen qui, en 2008, réalise une saison fabuleuse et se fait saborder par son équipe puisque il y a un sponsor qui frappe à la porte et qui dit « Dites donc, vous voudriez pas prendre le pilote qu'on sponsorise, on vous donne plein d'argent. » Ils ont sabordé Kimi Räikkönen pour le bien de l'argent, ce qui fait qu'en 2009, Räikkönen rompt le contrat tellement il est à bout et qu'il a plus confiance en ses capacités de pilote.
Le sponsor, c'est Santander, le pilote, c'est Alonso. Et Alonso signera après en 2010 chez Ferrari. La personne qui s'occupait de Kimi Raikkonen à l'époque et qui a jamais su le mettre en confiance et qui a, je pense, bien aidé à le saborder s'appelait Andrea Stella, qu'on retrouve aujourd'hui en tant que team principal d'une écurie qui est bien content de récupérer l'argent d'un certain Norris Senior, dont le fils pilote vient d'être champion du monde. De là à voir que Andrea Stella aime bien la couleur de l'argent et se fout un petit peu du talent des pilotes tant qu'il y a un côté qui rapporte plus que de l'autre, je ferai ce raccourci assez allègrement puisque je n'aime pas du tout la façon dont a géré McLaren. Et tu vois, il y a quelque chose que tu as dit, c'est par rapport aux épisodes qu'on enregistre et par rapport au fait que tu ne sais plus quel superlatif utiliser pour parler des performances de Max Verstappen. Je te retourne la question. Quelle a été la grande performance de Lando Norris cette saison ? Et mes collègues ici présents peuvent aussi répondre. Réfléchissez 2 minutes. Voilà. Écoute, et c'est pas pour dénigrer le fait que Lando Norris a remporté des courses. Mais il n'a rien fait d'exceptionnel qui, à mon sens, fait qu'il a ce truc il mériterait d'être champion du monde, surtout vu le contexte qui est autour. Moi, c'est aussi tout le contexte qui fait que je rabaisse est un grand mot, mais j'ai pas un grand amour de ce titre de champion du monde. Là où Verstappen, et on a appris d'autres choses. Déjà, il y a tout le bisbille avec Horner qui se termine au début de la saison. Donc déjà, il est débarrassé de quelqu'un avec qui il pouvait plus s'entendre. Il récupère Mekies, ça a l'air plutôt bien se passer avec Laurent Mekies. On trouve un Verstappen que je trouve beaucoup plus mature et apaisé depuis qu'il n'y a plus Christian Horner. Il faut quand même le reconnaître. Ouais. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus sain dans la manière de se comporter et tout. Et surtout, on a appris que il a dû, entre guillemets, vivre avec ce que vivait son ingénieur de course, Giampiero Lambiase, puisqu'ils sont restés assez vagues dessus, mais Giampiero Lambiase, qui est l'homme qui parle à l'oreille de Max Verstappen dans les courses, a vécu une fin de saison apparemment très compliquée avec des soucis personnels qui n'ont pas été développés, mais qui étaient... Ouais, il est même pas sûr d'être là l'année prochaine, a priori. Voilà. Apparemment, c'est confirmé. De ce que j'ai lu dernièrement, alors, il serait plus son ingénieur de course, mais il serait quand même présent avec un rôle un petit peu plus exécutif, un peu plus, voilà. Mais il serait plus son ingénieur de course. Donc il y a ça aussi parce que un pilote, on a tendance à oublier que c'est aussi une relation de confiance avec son ingénieur de course qui doit lui donner les infos, le rassurer, etc. Donc il y a aussi ce climat qui joue. Il y a tout ce qui s'est passé avec Strudel Jean-Marie Le Pen qui est enfin parti, heureusement, mais dont le clan Verstappen était quand même plutôt proche. Donc, ça fait aussi voilà des petits remous parce que le papy Zinzin, il s'est fait dégager aujourd'hui parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il avait signé Lindblad dans le dos des gens, Alex Dunn dans le dos des gens, alors que c'était pas prévu qu'il le signe. Enfin bref, des trucs, ils ont fait, mais non, mais au bout d'un moment, tu nous saoules à faire des trucs dans notre dos, prends tes affaires et casse-toi maintenant. Mais Kies, il a dit non, mais enfin, mais Kies, je pense que après, c'est mais Kies, il faut qu'il fasse son trou, il était temps quand même. Hein. Mais je veux dire, mais je veux dire, du coup, c'est que l'environnement Red Bull, il a changé. Le football, il a changé aussi. J'allais sortir ça. Je veux bien sûr. Mais il a changé et en fait, la victoire de McLaren a offert, entre guillemets, un certain cachet, un certain crédit à Red Bull dans le cœur des fans. En fait, les gens se rendent compte que c'est plus les méchants de l'histoire, Red Bull, maintenant. Ça va être les gentils, entre guillemets. Et on n'est même pas sûr que quand on va revenir en 2026, il y a Max Verstappen en pilote numéro 1, parce que lui-même l'a déjà dit que si Lambiase était pas là, il se poserait beaucoup de questions sur le fait de rester. Si Marco est pas là, alors qu'il était quand même très proche de lui, va-t-il rester aussi? Enfin, bon, ça ouvre après sur un autre débat, peut-être qu'on l'entendra dans un épisode. Bref, on verra, peut-être des teasings. Mais pour revenir sur Norris, moi, je suis très très triste que Piastri se soit fait tuer son titre par des directions moches. Tu vois, j'aurais préféré qu'ils disent, non, cette saison, on mise sur Norris, mais qu'il soit clair. Au moins, t'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est une décision, et c'est une décision franche. Tu peux pas, au moins, ils assument. Après, si Piastri avait enchaîné d'énormes résultats et qu'il fasse, écoute, Lando, désolé, Piastri est meilleur que toi, c'est Piastri qui prend la priorité, fin du bal. Ok, là, ils ont, à mon sens, très mal géré cette saison et du coup, au final, on se rend compte,
la saison est terminée, tout le monde voulait que Verstappen gagne, alors qu'il y a, je pense qu'il y a 8 mois, tout le monde était content de voir un autre vainqueur. Ouais. Parce que c'est McLaren McLaren a perdu en gagnant. C'est terrible, hein, mais ils ont perdu en gagnant. Ok. Pour revenir juste à ce week-end de course et au dimanche en particulier, comment vous avez pensé, comment vous avez vu cette gestion de ce dernier Grand Prix où ils étaient quand même avec nos yeux. Ouais, mais ils ont quand même fait quelque chose de différent par rapport à d'habitude. C'est que vous avez peut-être remarqué que Piastri et Norris n'avaient pas la même stratégie au départ de la course. Alors ils n'étaient pas placés de la même manière sur la grille, mais en tout cas c'était pas pareil. On avait Piastri qui est parti en hard, on a Norris qui est parti en medium comme un peu la stratégie standard. On se dit bah de toute façon Piastri lui il faut qu'il tente un truc. En même temps on avait quand même compris il fallait pas non plus être ultra méga intelligent pour comprendre que de toute façon Piastri il serait là pour aider Norris quand même s'il y avait besoin. Et puis on a quand même Norris qui a eu un début de course qui se fait doubler par son coéquipier, qui s'est retrouvé en 3e position. Il y a aussi cette histoire de Tsunoda qui a essayé de faire un peu tampon à un moment donné, et ce dépassement hors des limites de piste du côté de Lando Norris, qui pour le coup avait quand même fait quelques dépassements auxquels justement aussi il nous avait pas trop habitués pendant la saison, parce qu'il y avait un moment donné après son arrêt il s'est retrouvé derrière une sorte de bouchon avec un certain nombre de voitures et il a dû quand même un peu se bouger pour les doubler, sinon il pouvait se retrouver éloigné de la tête de course. Mais juste pour rester sur ce Grand Prix-là en particulier, comment vous avez vécu? Pour moi, ils ont été un peu, ils ont choisi le confort. Et Lando Norris, il a choisi le confort aussi. Après, qui pourrait lui reprocher parce que c'est le titre de champion du monde qui est en jeu. Mais il avait un peu joué en tout cas, il a pas joué la victoire. Charles, Moi, j'avoue que j'ai été très surpris, pardon Charles, j'ai été très surpris de voir que Verstappen ne tente pas une Lewis Hamilton 2016, dans le sens où il essaye de laisser Piastri, il essaie d'avoir Norris Piastri proche pour permettre derrière à Leclerc, Russell d'essayer de revenir. Ouais. Bon, Russell était un peu loin, mais je veux dire d'essayer de. T'aurais pu, ouais. Effectivement, on s'est dit au bout d'un moment pourquoi il fait pas ça. Ça aurait été. Voilà. Ça aurait été. C'est le seul truc qui m'a étonné. Sinon, Norris, il a joué le plat du pied sécurité et je pense qu'on peut pas lui reprocher de faire ça sur ce Grand Prix. Hein. Clairement, il fallait qu'il la ramène sur le podium. Okay. Il savait qu'il avait la voiture pour. Bon, voilà. Hein, il est assuré. Charles, tu dis si tu partages ça et puis après tu peux dire aussi comment t'as vécu le pseudo incident ou le véritable incident, c'est à toi de dire, avec Tsunoda et les pénalités ou pas qu'il y a pu y avoir, parce que c'est un peu en fait ça on va dire l'action du Grand Prix du dimanche, quoi. Visiblement c'était une stratégie que Piastri repasse devant Norris, qui du coup que ça sème un peu la zizanie côté stratégie Red Bull. Bon après effectivement le tampon Tsunoda, voilà. Franchement, le bouchon a sauté assez rapidement. Ouais, voilà, à l'image de sa saison, quoi. Il a rien fait, mais bon, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu, quoi. C'est un peu, franchement, il a un peu essayé l'histoire de dire, oh les gars, voilà, j'ai fait de mon mieux, mais bon, c'est fou comment il s'est fait avoir comme un bleu là-dessus. Ce qui est fou, c'est que il prend une péna alors que c'est pas une zone de freinage. Limite, j'aurais mis 5 secondes aux deux, quoi. Bon, c'est pas parce qu'il y en a un qui fait une action, on va dire, litigieuse, qu'il faut répondre par une action litigieuse. C'est un peu, ça peut paraître un peu cartésien, ou je sais pas comment on peut dire, mais voilà, c'est quand même là, les 4 roues sont en dehors de la piste. Pour moi, ça méritait quand même une enquête, et en fait, c'est un peu, vu qu'on m'a poussé, je passe sur le côté et du coup j'ai le droit, quoi. C'est un peu ça, alors qu'on sait très bien qu'il y a des fois c'est non, tu rends la position et basta, quoi. Ouais, c'est là où je trouve qu'on aurait pu avoir un peu de. Je pense que Michael Masi il aurait tenu 5 secondes. Non, mais surtout, rappelez-moi la dernière fois que quelqu'un était sanctionné pour avoir bougé en ligne droite devant quelqu'un. Littéralement personne depuis 1995. J'ai essayé d'y penser. J'ai essayé de trouver des trucs, mais j'ai pas trouvé. Hein. Pendant la course et après coup, justement, t'as Lawson et je sais plus qui, et Stroll, justement, qui ont été sanctionnés pour les mêmes raisons, histoire de dire, vous avez vu, on n'a pas sanctionné que Yuki Tsunoda.
Après, ils auraient pu dire, je pense que, enfin moi, de mon avis, en fait, ils auraient pu mettre aucune pénalité. Ils auraient dû dire c'est un fait de course, parce qu'il n'y a pas que dans le premier tour qu'il peut y avoir des faits de course. Il peut y avoir aussi. Non, mais du coup, à ce compte-là, si on suit leur logique, Pierre Gasly doit prendre 5 secondes de pénalité quand il gagne son Grand Prix à Monza, parce que le coup du dragon, excuse-moi, la seule différence, c'est que Sainz est trop lent pour dépasser, mais il fait pareil, il fait des zigzags. Sauf qu'il le fait pas en zone de frein, et il le fait en pleine ligne droite, mais si on part de ce principe-là, Gasly prend 5 secondes, il gagne pas le Grand Prix, hein. C'est la même chose, hein. Et l'accord, il disait que tu as le droit de défendre, de sortir de la ligne pour défendre, mais t'as pas le droit de faire plusieurs directions. Et c'est vrai que tu prends Tsunoda, il change plusieurs fois de direction, mais comme il a été montré aussi, Lando Norris peut très bien, une fois qu'il est sur le côté, décélérer et passer à droite. Il décide de poursuivre son dépassement et d'aller en dehors de la piste pour continuer. Écoute, après, en prenant le risque de patiner sur un vibreur ou sur une partie de la piste un peu plus sale et de finir en tête à queue en se tapant un Tech Pro d'ailleurs. Donc il prend un risque là-dessus. C'est vrai que pour le coup, on a vu Norris, et tu disais sur cette course, c'est assez agressif, ses doubles dépassements, c'était chouette ça, c'était beau, etc. Donc pour un circuit où on pouvait pas dépasser, on a vu quand même pas mal de choses. Donc bon, après voilà. J'espère que vous en avez profité, hein. C'était les derniers dépassements DRS de l'histoire. Vu que du coup, oui. Rest in peace DRS, mais tu ne manqueras pas. Après, en tout cas, on espère quand même que à la lumière de ce que tu viens de raconter, Takuma, on n'aura pas Carlos Sainz qui va porter plainte devant les tribunaux pour trouver sa victoire, la reprendre à Pierre Gasly. C'est vrai qu'à l'aune de ces décisions-là, il pourrait faire un truc comme Felipe Massa. Felipe Massa, c'est plus grave, c'est vraiment. Lui, c'est un titre. Non, mais surtout, c'est la fédération qui dit on savait qu'il y a eu triche, mais on n'a rien dit avant un moment. Ah, ok. Cool. Bien vu, les gars. C'est exactement comme au JO ou dans les autres sports. En fait, le mec, maintenant, il est convaincu de dopage. On lui retire tous ses titres. Donc, toi, en fait, t'étais vice-champion olympique, donc tu deviens champion olympique. Ou alors, t'as gagné un Tour de France, t'as terminé deuxième d'un Tour de France. Donc, techniquement, maintenant, tu le gagnes, vu que le premier a été déclassé. En fait, non. Non, le mal est fait. T'as pas pu profiter de tous les intérêts financiers qui tombent quand t'es champion olympique ou vainqueur d'un Tour de France. Donc, le mal est fait, et c'est pas juste un titre qu'on te donne en faisant une cérémonie à la con du côté de Genève pour dire 20 ans plus tard si t'es champion olympique. Non, oui. C'est ça. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne vit qu'une fois, d'après ce que j'ai pu lire dans les livres. On ne vit qu'une fois, donc on saura jamais. Mais ça me fait penser quand même, ton histoire de dopage là, ça me fait penser que au niveau du dopage des pilotes de Formule 1, est-ce qu'on a des infos à ce sujet? Est-ce qu'il y a des contrôles déjà? Est-ce que quelqu'un a cette info? Moi, je veux contrôler Antonelli avec sa mystérieuse boisson, ou quand elle est autorisée dans un pays, il performe. C'était quelqu'un qui avait lâché ça d'ailleurs. Sache que j'ai voulu suivre cette règle pour des pronostics sur le Grand Prix, donc pas le Grand Prix d'Abu Dhabi, celui d'avant au Qatar où le dioxyde de titane était interdit. Il a performé, ce con. J'ai voulu suivre la théorie, il me l'a mise à l'envers, ce petit. Ah mince. Voilà, c'est bien les adolescents, c'est bien, voilà, ça se rebelle, voilà. Non, mais vous savez s'ils ont un code de antidopage à respecter ou pas? Parce que c'est une question un peu comme ça. C'est là-dessus, oui. Mais il y a personne n'est positif. Il y a pas de le même dans tous les sports, c'est une blague ou quoi? Il n'y a pas les mêmes critères. C'est les mêmes produits dopants, c'est dans tous les sports. Hein. Après, t'en as certains. T'as des trucs qui sont dans la zone grise, notamment dans le rugby, où à un moment t'avais la créatine. Et eux, ce qui était même assez fort, c'est que dans le même sport, suivant le pays, oui, c'est ça que je veux dire. C'était pas la même chose. Mais dans les faits, les anabolisants, quel que soit le sport, c'est interdit. Le PO, quel que soit le sport, c'est interdit. En fait, normalement le high kick, c'est interdit. Normalement, quel que soit le sport, la cocaïne, toutes les drogues, si tu te fais choper, conduire sous stupéfiant à 350, je le ferai pas forcément moi, mais. Non, mais est-ce que le code antidopage de la Formule 1 est le même que, par exemple, celui du foot ou du je pense que c'est un passeport où effectivement tu dois dire
où tu te trouves tous les jours et tout tralala. Hein. Verstappen, même Ocon le raconte, hein, des fois à 6h, 7h du mat, ça sonne et il faut pisser dans un bocal et terminer. Hein. Et si t'es pas, faut toujours dire à l'agence antidopage où t'es, sinon ça fait des no-shows, comme dans les autres Non, mais il y a sports. jamais, dans les autres sports, il y a quand même des gens de temps en temps qui sont rattrapés par la patrouille, comme on dit. En F1, c'est quoi? Il y a un gars en F2 qui a fumé du cannabis, c'est ça, en 2016? Je sais pas, hein. Je pose la question. Je dis, on nous cache tout, on nous dit rien. C'est ça le truc. C'est ça que je sous-entends avec cette question. Je pose la question. En tout cas, ça fait réfléchir tout ça. En tout cas, il devait pas y avoir que de la Monster dans la gourde de Norris en interview, parce que vu les têtes qu'il faisait après chaque gorgée, ça devait être bien chargé. Le cocktail, il devait être corsé, je pense. Ok. C'était de la vodka Red Bull, à ton avis? Vodka Monster peut-être, mais en tout cas, tu le voyais après chaque gorgée, il plissait les yeux et tout, il comme ça. Ouais, là, la canette, elle doit être pleine, mais pas que de Monster. Ouais. Mais sinon, pour ce Grand Prix, en fait, je sais pas vous, mais j'ai regretté Nicolas Latifi pendant tout le Grand Prix, hein. Parce que pour ce qui se passe quelque chose, il fallait qu'un mec se rentre dans un mur ou que t'aies deux pilotes qui s'accrochent. D'ailleurs, et là, je sais pas si après tu voulais enchaîner sur les autres écuries, Jacques. Si, ouais. Mais j'ai apprécié le comportement de Leclerc, qui a essayé de faire un peu la course pour passer devant Lando Norris. Parce que pour le coup, il avait absolument rien à gagner. Personne n'avait d'ailleurs quelque chose. Il me semble d'ailleurs, est-ce que Charles Leclerc et Lando Norris, ils sont pas potes d'ailleurs? J'avais cru voir ça et je me disais, à la limite, ça serait moche que ton meilleur pote sur la grille te prive d'un titre de champion du monde parce que le mec qui te passe devant. Mais même après, on parlait sur les 5 secondes de pénalité. Quand tu vois finalement l'écart, alors peut-être qu'avec les 5 secondes un peu plus dans le pit, tu repars peut-être un petit peu plus loin derrière. Mais vu la McLaren et comment elle a sauté toutes les voitures qui étaient devant avec le DRS sur la ligne droite, sur les deux zones, je pense qu'elle serait quand même passée. Au pire, même s'il faisait qu'un seul arrêt, il y aurait eu 5 secondes. Je pense que Leclerc aurait été plus loin derrière. Donc finalement, au bout de la course, les 5 secondes n'auraient absolument rien changé si c'était pris une pénalité. Donc c'est presque un non-sens. Moi, tu vois, j'aurais été un peu plus sur le fait de dire aux pilotes leur destinée sur la saison d'après, sur 2026, à la fin de la course. Parce que peut-être que Yuki se serait dit, s'il y a moyen, en envoyant Lando Norris dans le décor, d'avoir un baquet l'année prochaine, peut-être qu'il l'aurait pris, il l'aurait envoyé. Qu'il y croyait. C'est comme si tu avais fait, t'avais 7 de moyenne toute l'année et tu penses partir en back S, tu vois, alors t'es en seconde et t'as eu 7 de moyenne toute l'année, tu vois, je sais pas, c'est... Après, Red Bull nous a déjà habitués à des choix RH un peu lunaires, on peut dire. Mais au moins qu'ils se retrouvent pas juste pilote essayeur et qui retrouvent un baquet en Racing Bull, au lieu de faire monter un jeune de la F2, donc je sais pas, peut-être que ça met un petit peu plus de sel. Il a quand même, je crois, 4 millions d'abonnés sur Insta. Il a reçu la visite de Emily Ratajkowski et tout là au garage. J'étais allé donc, il reçoit du beau monde pour la dernière. Ok. Ouais, tu parles de Yuki Tsunoda? Je crois qu'il y avait Jason Statham aussi. Ouais, voilà. Il s'en passe de belles. Mais je suis pas sûr que c'est sur ça qu'il fasse le pilote. Après, je pense que c'est cool pour lui de vivre ces expériences-là, alors que ça se finit pas très bien ou ça s'est pas bien passé du côté Red Bull. C'est quand même, c'est quand même des gars qui ont 20 ans. Je pense que c'est quand même, ça doit être un grand kiff quand même de voir des gens comme ça et de les rencontrer. Mais bon, je pense que sur sa saison, c'est quand même compliqué, malgré l'influence et malgré l'arrivée de Laurent Mekies qu'il connaissait du côté de Racing Bulls, ça n'a pas fonctionné. On a vu quand même qu'il avait un petit peu essayé sur ce Grand Prix, mais bon, c'était pas non plus. Voilà. Et puis il reste clairement, il y aurait eu deux Tsunoda. Red Bull était derrière des Akashap. Hein.
C'est quoi le ratio? C'est quoi? Ils ont, alors, pour revenir sur le classement constructeur, mais qui a pas forcément trop d'intérêt, puisque McLaren était largement devant, mais on a Red Bull 451 points. Je rappelle que Verstappen, il y en a 421, donc Tsunoda a pas énormément de points. Il avait pas fait toute la saison avec Red Bull. En fait, il a raté 2 grands prix. Donc, il a fait 21 sur 24. Donc voilà. Donc et après, on sait que c'est le baquet maudit, et on sait que c'est Isaac Hadjar qui l'aura l'année prochaine, mais on sait aussi que ça sera une nouvelle réglementation. Donc, les cartes seront un peu rebattues. Isaac Hadjar a déjà dit que lui, de toute façon, il savait que pour la première fois de sa carrière, il arrivait quelque part, il savait que être meilleur que son coéquipier, ça allait pas être quelque chose qui allait se passer spontanément. Avec le talent, il a dit qu'il allait falloir cravacher et que c'était pas forcément spontanément, il était pas là pour être meilleur que Verstappen instantanément. Ce qui est plutôt le seul moment de sa carrière où quand il arrive dans un baquet, il sait qu'il est pas meilleur que le mec en face, quoi. Voilà. Donc, forcément. bon. Forcément. Ouais, il est assez intelligent dans le sens où bon, il reste lucide, mais je pense qu'intérieurement, s'il a une opportunité de battre Max, il va pas faire oh bah non c'est Max. Je pense s'il peut lui mettre. Et puis d'autant qu'en plus, étant donné que Max la saison prochaine ne sera pas avec la combinaison du champion du monde, il sait que voilà, il est pas en train de déboulonner quelqu'un qui en fait il aura déjà été un peu déboulonné, même si c'est plus quand même un résultat qui est lié aux performances de l'écurie et de la voiture que de Max Verstappen. Je voulais parler plutôt de Ferrari plutôt que revenir sur Red Bull, même si on en a parlé plusieurs fois. On disait Leclerc jusqu'au bout, il a quand même été assez sérieux, il a voulu faire des trucs, il a quand même fait une super course, même s'il finit 4e. Et puis on a aussi Hamilton qui, pour la 3e fois d'affilée, n'arrive pas à passer la Q1, ce qui est quand même assez ouf. Saison 2025 sans podium. Mais en course, quand même, il a réussi je crois qu'il part 16e et il réussit à être dans les points 8e position. Donc c'est vrai qu'en course, c'est souvent assez plus sympa, on va dire, qu'en qualif sur cette saison 2025. Voilà, à un moment donné, Charles parlait du fait que, je sais plus si c'était avant l'émission, quand on échangeait entre nous, il disait, ils ont tout misé sur 2026, attention, c'est chaud parce que, voilà. Tu parlais d'Alpine, en fait, moi j'ai cru que tu parlais de Ferrari, mais c'est compliqué quand même. Ils sont contents de pouvoir appuyer sur le bouton off là sur 2025, mais bon 2026 en fait c'est déjà là. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, Charles, justement sur Ferrari et cette fin de saison, parce que c'était un peu compliqué, un peu difficile. Hein. Ouais, hein, franchement, je suis un peu, en fait, c'est effectivement, faut l'assumer hein, sur la direction Ferrari de se dire, on ne fait les podiums qu'on fait, c'est à l'arraché. On a quand même, j'ai l'impression, tu sais, à la Red Bull, quoi. On a un pilote qui arrive et un autre pilote qui passe pas la Q1. Le pilote qui a pas passé la Q1, il te coûte en plus 15 ou 20 voire 30 millions d'euros par an. En plus, donc c'est clair que c'est pas un petit Lawson, un petit Tsunoda qui te coûte moins de 10 millions. En plus, encore une fois, c'est un coup de poker sur 2026. Mais par contre, tu passes pour des peintres. Est-ce que derrière, ils ont de la chance d'être Ferrari, pouvoir avoir des sponsors qui lui suivent financièrement et tout derrière, quoi. Faire une saison comme ça derrière, je trouve que je sais pas, c'est un parti pris qui quand même osé parce que si ça foire, t'as foiré une saison sûre et potentiellement 2 voire 3 le temps que ton moteur retrouve la forme, quoi. Donc je sais pas, visiblement quand même Charles Leclerc on a un peu ras le pompon et c'est compréhensible hein, parce que vu ses déclarations il va falloir que ça bouge. On entend plusieurs fois dans les médias qu'il y a des discussions dans d'autres équipes parce que les équipes veulent se renforcer et bon ça reste un pilote qui est multiple vainqueur de Grand Prix donc franchement je sais pas je suis content que cette SF 2025 là ou SF 25 parte au rebut ou finisse au musée. Mais franchement la fin de saison elle est pas Jojo pour Ferrari, quoi. Vraiment mettre à la poubelle. Ok. Je sais pas ce qu'il y en a à garder parce que même
dans les échanges radio que tu vois avec Hamilton, t'as l'impression que les ingés, ils sont à la rue, quoi. Ça dit des choses, après ça le fait. Je sais pas, je suis quand même partagé par la réussite de Ferrari l'année prochaine, quoi. Tout le monde dit que ça va aller, quoi. Enfin, pas que Ferrari, mais je veux dire que chaque écurie dit que l'année prochaine ils seront beaucoup mieux, machin. Et encore une fois, je pense que c'est beaucoup de langue de bois, hein, mais vu que tout se joue quasiment sur le moteur et l'aéro. Après, est-ce qu'on peut pas aussi imaginer que, alors moi c'est pareil, hein, je suis comme qui disait ça là sur, c'est toi Charles qui parlait du fait que voilà saison 2021, Lewis Hamilton et puis patatras. Est-ce que quand même c'était une saison aussi qui était compliquée parce qu'il y avait quand même une différence importante quand même dans les performances entre Leclerc et Hamilton, même si Hamilton venait d'arriver. Là, moi j'ai déjà vu une interview de Hamilton qui disait qu'il avait fait les tests de la nouvelle voiture 2026 en simulateur, que c'était pas ouf. En gros, le mec il est déjà déceptif par rapport à l'année prochaine. On peut aussi imaginer que même si comme toutes les écuries, ils construisent quelque chose de neuf. Ils ont aussi déjà un Hamilton qui a besoin quand même de relancer, de se relancer. Et on ne sait pas s'il est taillé pour, s'il a encore l'envie. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur cette situation de Ferrari? Nous, on aimerait bien que chez Vasseur ça passe bien, mais. Bon. Justement, j'aimerais que Charles Carrefour utilise ses nombreux contacts qu'il a dans le milieu de la Formule 1 pour qu'il puisse transmettre cet épisode à Frédéric Vasseur. Fred, si tu m'entends, s'il te plaît, prends l'argent de la banque Ferrari et signe-moi Peter Bonington pour Lewis Hamilton. Parce que l'ingénieur de course que Lewis Hamilton a, c'est une trompette. Ah ouais, c'est épuisant, il doit s'épuiser, hein, franchement. Je veux bien qu'il faille une adaptation de la part d'Hamilton aussi à ce que peut faire Ferrari. Je suis prêt à l'entendre. Mais les conversations radio qu'Hamilton et son ingénieur de course ont, c'est un scandale. Il y a des moments, tu te dis, mais c'est pas possible, il lui faut une blague, Hamilton. Ils veulent juste, je sais pas, ils veulent qu'il démissionne, qu'il rende son contrat. Je sais pas, hein. Mais c'est un scandale de la façon dont l'ingénieur de course est avec Hamilton. Et si je pouvais l'excuser sur les 5-6 premières courses parce que tu essaies de trouver ton rythme. Ouais, exactement. Là, on est au 24e du Grand Prix, quoi. 24e Grand Prix sans compter les sprints, plus les essais libres et machin. Mais c'est nul. Cette personne est nulle. Et pour moi, il y a deux personnes à changer principalement chez Ferrari. C'est l'ingénieur de course d'Hamilton et Elkann. Là, l'autre, là, qui le patron du groupe. Mais... Ah ouais. Bah, alors lui, il peut vous finirez cette phrase. Elle est en DLC. Mais, vous aurez compris l'intention. Ah non, mais lui aussi, c'est pareil. Enfin, Vasseur, il a débarqué dans le chapiteau de clown. Il essaye de tout restructurer. Il allait choper des personnes par-ci, par-là pour mettre un peu de talent. Il essaye de tout construire. Il arrive à récupérer Lewis Hamilton pour le mettre avec Leclerc. T'as une nouvelle réglementation qui arrive. Tu peux te dire, non, mais bon, cette saison, on a bien compris les difficultés qu'on avait. Je veux dire, tout le monde le voit que la voiture, elle est compliquée. En tant que patron, tu peux dire, bah voilà, la voiture a été compliquée cette saison, en effet. Lewis Hamilton s'est pas adapté à ce qu'on avait construit pour Carlos Sainz. C'est pas grave, on a confiance en lui pour l'an prochain. Elle sera construite pour lui. Vas-y. Tu fais de la langue de bois juste pour dire on a confiance en Hamilton, Leclerc est formidable, l'an prochain on va tout casser. Non, il faut que il balance gnogno les pilotes, fermez-la, conduisez, gnogno. Mais va dans ta Ferrari, ta Formule 1, rends-toi compte d'à quel point c'est une poubelle. Sincèrement, c'est un scandale. Non, mais c'est un scandale. Et je le dis parce que c'est une autre théorie que j'ai. À mon sens, Vasseur, il débarque chez Ferrari. Comme comme James Vowles débarque chez Williams. Pour moi, Ferrari était ils avaient un peu plus d'argent, un peu plus de perfo pour limiter la casse, mais pour moi c'était un vrai cirque. Et je pense que Vasseur, le temps qu'il remette tout en ordre et tout, ça doit être un enfer à gérer. Et j'ose espérer que son choix de passer à 2026 dès avril sera payant. Je lui souhaite sincèrement parce que de manière un peu chauvine, si Fred Vasseur remporte quelque chose, je suis content parce que j'aime en plus beaucoup Fred Vasseur depuis qu'il était chez ART en F2. Donc,
Donc non, j'aimerais beaucoup que la saison prochaine, on retrouve une Ferrari compétitive. Mon petit truc, c'est que j'aimerais que Lewis Hamilton prenne son 8e titre, parte comme un prince et dise, allez, Oli Berman, prends ma place. C'est pour moi, c'est cadeau, tu es le futur. Mais voilà, il y aura forcément des gens avec des dents longues. Ouais, ça serait cool, ça. Et pour finir, excuse-moi, j'ai vu un autre truc concernant Ferrari, et c'est une théorie que j'aime beaucoup, qui disait que là où les autres écuries construisent une voiture fiable et forte, puis cherchent des zones grises pour l'améliorer, Ferrari ne construit que sur des zones grises, et donc dès que la zone grise se fait couper du règlement, il se retrouve le bec dans l'eau. Et je trouve que c'est une théorie qui est assez valable de voir que quand Mercedes va chercher le DAS, ils ont déjà une bagnole qui est une fusée. Ils se permettent d'aller chercher une zone grise parce qu'ils savent que si ça s'enlève, bon, ils repartent déjà à un niveau qui est très bien. Ferrari... tu veux dire qu'ils font des paris, quoi. En fait, ils font des paris. En fait, et ils font que des paris. Voilà. En fait, ils font que des paris au lieu de construire une très bonne voiture, d'offrir une très bonne voiture de base, et derrière d'essayer de maximiser en essayant de trouver la zone grise qui permettrait de gagner juste ce qu'il faut pour passer devant, pas revenir à niveau, passer devant. Et on l'a vu les dernières années, il y a eu le fameux moteur, l'accord secret avec les injections, ce qui semblerait être ça. Ils se sont fait sabrer, il n'y avait plus personne. Il y a eu, il y a pas longtemps, je crois que c'est sur les ailerons flexibles, ils se sont fait avoir. Je sais pas s'il y a pas eu un truc aussi sur le plancher où ils se sont fait avoir. Et ils ont jamais eu un niveau suffisamment fort une fois que ces zones grises étaient réglées dans le règlement et que la voiture devait reprendre un statut légal, dirons-nous. Là où d'autres écuries s'en sortent très très bien parce que le matériau de base est beaucoup mieux. Et j'espère que Fred Vasseur, pour la voiture de 2026, va partir avec une construction solide, une voiture performante, et que derrière, ça va essayer de chercher le petit trou dans la carrosserie qui augmente le flux d'air, la position de l'aileron qui est légèrement inclinée parce que si tu fais comme ça, voilà, j'espère que ce sera comme ça et pas on mise tout là-dessus et s'ils se font choper, il n'y a plus rien. Voilà, je pense que c'est aussi ça que Ferrari doit ramener pour revenir au top niveau. Ok. Lance, un truc à ajouter. Je voulais juste préciser quand même que je pense quand même que Elkann et on peut pas dire qu'il est innocent dans le transfert d'Hamilton chez Ferrari quand même. Je pense qu'il a quand même été partie prenante dans le transfert de cette magnitude. Je pense qu'il faut quand même le dire, même s'il s'est permis de critiquer derrière en tant que patron. Je pense qu'il était partie prenante directe de cette signature-là. Lance, quelque chose à ajouter sur la Scuderia Ferrari? Ouais, j'espère quand même que ça ira un petit peu mieux pour Hamilton parce que il est aussi dans un bad mood. Dire que déjà chez Mercedes c'était pas fifou. Et là finalement j'ai retrouvé les mêmes attitudes que chez Mercedes. Et heureusement pour lui, il y a ce changement de réglementation pour que finalement il puisse peut-être vraiment aller de l'avant. Comme on disait tout à l'heure avec Max ou avec Helmut Marko qui s'en va, avec Lambiadze qui est pas forcément là l'année prochaine. Si ça se passe pas forcément bien pour la Red Bull avec ce changement de réglementation, Max l'a dit, lui c'est pas Fernando Alonso quoi. Il se voit pas continuer en Formule 1. Est-ce qu'on aura aussi la même chose du côté d'Hamilton? Si avec ce changement de réglementation, il est toujours pas au top dans la Ferrari, que Leclerc continue à lui mettre, alors je sais pas le bilan de l'année au niveau de la course, mais je pense qu'il penche très nettement en faveur de Leclerc au niveau des places. Même si au final il n'y a pas un écart de points monstrueux entre les deux pilotes, mais au moins entre guillemets sur le ressenti, on a quand même l'impression que Charles est devant. Ça sera compliqué. Est-ce que Hamilton continuera 2027? D'ailleurs, c'est vrai que je m'étais déjà posé la question sur son contrat. Je sais pas s'il s'arrête fin 2006 ou fin 2027. S'il avait signé pour 2 ans ou 3 ans. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec un pilote finalement qui est plus dans le mood pour se battre, on voit qu'il reste quand même de très beaux restes.
Là, je suis encore sur la course. Tu l'as fait la mention tout à l'heure. Éliminé en Q1 pour la 3e fois consécutive là sur cette fin de saison. Et à chaque fois, il te fait des remontées de malade. Et là, il finit même dans les points et assez largement. Donc franchement, il fait encore une très belle course. Donc tu vois qu'il y a encore que la Maestria n'est pas partie, mais il lui faut un bel engin, comme je disais tout à l'heure et en introduction. Enfin, quand t'es champion du monde pilote, en général, c'est que tu avais une bonne voiture. Là, bizarrement, sur toutes ces dernières années et toute cette réglementation, il n'a pas eu la meilleure voiture. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais il a pas pu. Et c'est vrai que dans la rétine des gens, là aujourd'hui, on dit pas que Hamilton est encore l'un des meilleurs pilotes du monde. On dit que Max est le meilleur pilote du monde et les autres sont à des années-lumière parce que ils ont vu que là aujourd'hui, avec une voiture qui est pas la meilleure voiture du plateau, il réussit il échoue à 2 points. Ouais, c'est ça. L'interview après qualif sur Canal d'Hamilton, elle m'a brisé le cœur. Hein. Ouais. Oh là là. Les enfants, si vous vous demandez ce que c'est la dépression, on s'en rapproche. Hein. Ouais, franchement, et c'est pour ça, c'est que je pense que si même tu pourrais même arriver dans un truc encore plus extrême, c'est qu'il termine pas la saison 2026. Oui, possiblement. Ça peut s'envisager vu effectivement les déclarations. Après, moi, j'ai pas été. Effectivement, la déclaration à l'issue des qualifs, il y a un côté tristou largement, mais bon, ça fait combien d'interviews comme ça pendant cette saison? C'est quand même ça qui fait mal pour lui. On se dit à quoi bon, mais on en a déjà parlé, je pense, sur l'émission précédente. On disait déjà, on parle des champions et à quel moment il faut arrêter. Et on se disait que côté Hamilton, est-ce que on va pas se rappeler du fait que voilà, 2021, c'est un truc qu'il a traumatisé, quoi. Il a pas réussi il se dit, il faut que j'arrive à passer au-delà de ce traumatisme, et puis il n'arrive pas. On voit de temps en temps un petit étincelle de son talent, comme là justement en course peut-être. Mais sur cette année, c'est quand même assez pauvre. Voilà, je pense que voilà, on attend beaucoup de Ferrari, on l'a dit aussi plusieurs fois. C'est pas une écurie comme les autres. Eux, ils sont là pour la victoire. Hein. On n'est pas là ils font des progrès, tout ça, c'est cool. Non, c'est pour gagner. Donc forcément, le niveau d'exigence étant élevé, c'est un peu la commedia dell'arte permanente. Dès que la victoire, elle pointe pas le bout de son nez. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette conclusion de saison? Je parle pas forcément d'un bilan 2025, mais sur ce qu'on a pu voir, on a quand même effectivement, on avait parlé d'Hamilton qui aurait pu se faire doubler par Antonelli sur ce dernier Grand Prix au classement pilote. On a quand même Albon qui finit devant Sainz, alors qu'on a Sainz qui a fait des belles performances sur cette deuxième partie de saison. Voilà, je vous laisse ajouter des faits significatifs. Vas-y, Charles. Je voulais rajouter une petite anecdote sur tout à l'heure quand je sais plus si c'était Lance ou Takuma qui disait je crois que c'était Takuma qui disait mais essaye la voiture que vous avez pondue à Elkan là je sais plus comment il s'appelle Elkan, ouais. Je crois que c'est Russell qui avait dit après Bakou 2021 ou non 2022 après Bakou 2022 qui avait dit aux ingénieurs mais montez dans la voiture pour vous ressentir ce que c'est de faire la ligne droite à 300 avec le bouncing là, avec le porpoising là, et pour comprendre quand on vous dit que ça va pas, qu'il y a un problème, montez dedans quoi, même dans le simu pour que vous voyez le rebond et comment ça, c'est pour le corps c'est insupportable quoi. Et en fait, je crois que la direction a refusé parce que c'était genre trop physique ou ça pouvait justement faire mal aux ingés et tout ça. Il l'avait réellement envisagé. Ouais, les deux en fait étaient venus. Enfin, Hamilton et Russell avaient dit, mais essayez-la la voiture, parce que vraiment là, vous dites non, mais essayez-la, vous allez voir quoi. Et en fait, je sais plus, c'était ressorti la vidéo que j'ai vue où tu les revois les deux ressortir, ils sont en compote, ils sont passés à la machine à laver pendant 2 heures quoi. et du coup, il y a des fois où ouais, effectivement, ça donne envie de t'as ta bouche, mais rentre dedans pour se rendre compte que là, c'est un peu patron incognito, quoi, tu sais. C'est oui, j'ai compris, il y a un problème. Je vais faire des changements. Ok. Non, mais vous racontez de la même sur les simulations et sur la CFD.
Et sur le simulateur, la voiture elle rebondit pas. Donc non, c'est dans votre imagination, les gars. Mais non. Donc ouais, bah oui, c'est pour ça que t'as un ressenti pilote et que ils sont extrêmement importants sur. Et d'ailleurs, on les entend sur les échanges radio. C'est qu'il y a des fois, t'as les pilotes qui disent non, il y a un truc qui va pas dans la voiture. Attends, we'll come back to you. Ouais, et puis en fait, 2 minutes après, voilà, on rentre au stand, on abandonne quoi. C'est vrai qu'il y a ce genre de truc. Ouais. En parlant de ça, je sais pas ce qu'ils ont trouvé sur la Haas d'Esteban Ocon, mais entre la FP1 où Ocon il disait j'ai l'impression d'être un rookie, je sais pas, je comprends pas cette voiture, j'en tire rien. Ah, je finis quand même 7ème en allant en Q3. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais bravo. Apparemment, ils auraient mis les setups de Berman sur. C'est ça. Bah, écoute, ils sont plus ou moins repartis à zéro. Ils ont renoncé à tout ce qu'ils avaient essayé de faire depuis longtemps. Et puis en fait, ça a bien fonctionné. Et Ocon à la fin, en interview, il était là en train de dire en fait, c'est un peu rageant parce que là c'est une bonne perf, mais si on avait fait ça depuis pas mal de Grands Prix, sa saison aurait eu un goût tout différent, sachant qu'il quand même il a eu mal cette année parce que Berman finit devant lui au classement pilote, l'écart est pas ouf, mais il était quand même nettement dominant au sein de l'écurie, alors que c'est lui qui est quand même le gars expérimenté avec un petit jeune. Surtout que je vais pas mentir, avec l'arrivée de Toyota en tant que sponsor titre, je serais pas surpris qu'après 2026, moi Esteban Ocon, on lui dise très gentiment d'aller voir ailleurs s'il y est, et que Toyota décide de ramener un pilote japonais pour dire bon, on vient, on met des billes, on soutient. Bon, on va peut-être quand même mettre un pilote japonais pour attirer un peu le regard du pays sur la Formule 1, puisque il n'y aura plus de Tsunoda. Bah, je pensais à lui, peut-être un retour de Tsunoda aussi après 2026, on sait pas, hein, peut-être qu'il nous fera une Pérez Bottas de revenir dans un an libéré du giron Red Bull et il ira chez Toyotas. On verra. Après, ils ont justement, s'il y avait en essai libre 1, il y avait un pilote japonais, Hirakawa, qui justement a fait les essais libres à la place d'Esteban. Et qui était plutôt pas trop mal, hein. En tout cas, il a bien tenu la comparaison face à Berman, donc, et dans la voiture d'Esteban Ocon. Donc c'est vrai que il y avait d'ailleurs, je crois qu'il s'est planté, je crois aujourd'hui à Abu Dhabi, en essai libre. Oui. Et il est coutumier du fait. C'est pas la première fois. Il a planté la voiture aujourd'hui en essai libre. Désolé, hein, pour ceux qui nous écoutent, nous tournons ça, pas le dimanche post-Grand Prix, si nous sommes pas dans le futur. Non. Ça nous permet de dire des choses à froid. Donc imaginez si on était juste à chose que les merguez qu'on pourrait envoyer. Ouais, ça dépend, on peut parler d'Alpine si tu veux, il faut une belle course. Parlons d'Alpine et puis après on pourra clôturer peut-être cette émission, comme ça on fera un bilan bilan saison 2025 si on arrive à trouver une disponibilité avec Suzanne Lou qui a des choses à dire. Ils sont dans le monospace, tu sais, dans un espace mais de l'époque. Coude sur la portière. Cligné à gauche pour laisser passer tout le monde. Régulateur voie de droite. Et pas pour pas trop consommer. et pas l'espace F1 qui est disponible dans la mise à jour de Gran Turismo 7 d'ailleurs. Donc encore c'était l'espace F1 avec il y avait combien de chevaux? C'était le V10. Ouais, c'était beau. Là. Mais donc t'as envie de dire des trucs sur Alpine, Takuma. Écoute, Alpine qui de toute façon justement c'était le dernier Grand Prix pour les moteurs Renault de Viry. Un dernier Grand Prix. Un dernier Grand Prix pas ouf, un peu compliqué. Gasly qui nous avait coutumé à faire des qualifs plutôt propres et belles. C'était pas le cas cette fois-ci. Ouais, Charles, vas-y. Excuse-moi Takuma, mais Canal, ils sont trop forts parce qu'ils juste avant les qualifs, ils remontrent un magnéto de Gasly en interview qui dit je vais tout donner pour ce dernier Grand Prix. Mince, ça va, ouais, pas mal. Franchement, ils sont trop forts. Ok, donc je sais pas, moi, Takuma, t'as peut-être des choses à dire, mais en tout cas, j'ai l'impression que ils ont pas forcément appris de leurs erreurs. C'est ça que je veux dire. J'ai vraiment envie de dire, j'espère qu'ils ont misé sur le bon cheval avec la réglementation et le moteur Mercedes, hein. Parce que sinon, croyez bien que dans le barbecue, si jamais l'Alpine, elle est pas rapide parce que Mercedes foire son moteur, ce qui peut arriver. Bon, j'y crois peu.
Mais bon, là, je peux te dire qu'à Viry-Châtillon, ils attendent avec les dents longues et la salive aux lèvres, si jamais. Parce que bon, de toute façon, ils pensent que c'est le moteur qui va changer tout. Mercedes, s'ils se plantent, par contre, il y a 4 écuries qui tombent, puisqu'ils ont McLaren, Williams, Alpine et donc Mercedes qui s'automotorise. Donc bon, j'espère pour eux que ça va passer. D'ailleurs, la saison prochaine, on aura quand même 5 motoristes différents. Je sais pas quand ça remonte à une telle diversité de motoristes en Formule 1. Mais bon, puisque on aura donc Merco, Ferrari, les classiques, Red Bull et V-Carb qui sont chez Ford. Enfin Red Bull Ford, mais bon, c'est Ford. On a Aston Martin qui contre vent et marée, Honda, pourquoi pas. Et donc Revolut Audi qui est Audi. Alors je suis curieux de voir s'ils vont y arriver. Et d'ailleurs j'apprends que c'est Revolut Audi. Je savais pas que Revolut était devenu sponsor titre. Donc voilà, ça donnera aussi des moteurs différents, des pensées différentes. Ça aussi, ça peut être intéressant. J'avoue que j'adorerais que ce soit Audi qui débarque première saison et qui ruine tout. J'avoue que ça me ferait beaucoup rire. Ça serait drôle. Ce serait assez incroyable, on va pas se mentir. Oui. Mais bon, après on verra. Mais pour Alpine, je pense que sincèrement, Gasly, il a passé la ligne d'arrivée, il a fait enfin fini cette saison affreuse. Oh là là, le calvaire. C'est un calvaire. 22 points, ils finissent à 48 points de Sauber qui est 9e. Enfin, il a marqué tous les points de son écurie, Pierre Gasly, il faut le dire aussi. Ouais. Mais ça a été un calvaire jusqu'au bout. Enfin, franchement, je suis triste pour lui et j'espère que là il va profiter de cet hiver. Voilà, profite des fêtes de Noël, fais-toi plaisir, vide-toi la tête. Ah ouais, mais on en parlait pas mal. On en parlait pas mal d'Alpine sur le début de saison parce qu'on était déçus de ce qu'il faisait. On a arrêté d'en parler parce qu'à bout d'un moment, ça suffit, monsieur, on arrête tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis en plus, ils ont renouvelé Colapinto pour des raisons qui objectivement sont surtout financières. Le talent, bien sûr. Le talent financier, c'est ça que je voulais dire, excuse-moi, Takuma. Oui. Et donc oui, il y a ce changement de motoriste, on verra bien. Mais eux, c'est pas dit que ça soit comme chez Ferrari un choix. On arrête le développement, on met tout sur 2026. On sait pas trop où ils vont. Et puis tellement qu'on a arrêté de suivre un petit peu quand même, malheureusement. Voilà. Est-ce que vous avez envie de pardon? Mais surtout, c'est chez Alpine. Bah déjà, apparemment, Viry, c'est pas complètement terminé parce qu'il y aurait une veille. Et a priori, il pourrait essayer de voir et revenir dans le game s'il y a quelque chose qui donne au niveau moteur, parce que 2030, c'est la réglementation avec le carburant 100% bio, donc avec nouveau style de moteur. Donc a priori, vu qu'ils sont pas trop nuls, Renault dans tout ce qui est comme ça moteur avec du bio, donc des moteurs qui sont pas avec des dérivés pétroliers. Donc peut-être qu'ils pourraient revenir à ce moment-là. Donc il y a une sorte de veille et peut-être aussi si jamais avec Mercedes ça se plante aussi. Mais c'est surtout alors je sais plus chez qui ils en discutaient. C'était peut-être sur RMC les ex pistonnés. Ou c'est ailleurs. En fait, il y a des influenceurs qui avaient été invités à Estone, et en fait, sur les présentations qui étaient faites en salle aux divers journalistes, influenceurs, etc. En fait, sur les présentations, il n'y avait même pas marqué Alpine, il y avait marqué Team Estone. Ça te donne l'ambiance dans cette équipe. Donc en fait, les mecs se sont totalement désolidarisés de Viry. Donc, espérons pour l'écurie. D'ailleurs, je pense que je vais changer le fond parce que cette écurie n'est plus française. Il y a Alpine, mais la voiture, elle est rose et tout est fait en Angleterre avec un moteur allemand. Donc, à un moment, on va juste arrêter les conneries. Donc, Alpine, à la limite, il faudrait dire Alpine, et pas Alpine. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va dire Alpine. Je pense qu'on va bien appuyer sur le truc.
Et donc il a été fait un choix. Briatore a décidé de couper la tête de Viry et de garder Stone. Tiens, on se demande bien pourquoi. Donc cette écurie, j'ai presque envie de lui souhaiter du mal. Vu que maintenant il n'y a plus de Français, un grand courage et un grand coucou si ça arrive à leurs oreilles à tous les ingés de Viry qui bizarrement vont quasiment tous retrouver du boulot dans de meilleures écuries. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien pour eux? Parce que bizarrement, ils sont quasiment tous recrutés ailleurs. Donc, c'est que c'est pas des peintres. On rappellera le nombre de titres de champion du monde et pilotes des moteurs Renault, notamment un qui a commencé sa carrière, qui s'appelle Schumacher, qui était pas trop mauvais au volant avec justement les Monil, etc. C'est qui était motorisé par Renault, donc a priori on sait faire. Donc à un moment. Non, mais après j'ai rien de dur non plus. On peut être très bon à un autre moment et baisser de niveau. Justement, on parlait d'Hamilton. On peut se poser la question. Là, c'est sur des critères peut-être plus objectifs. Ils ont été en difficulté aussi. Ça enlève pas qu'ils ont été remarquables et champions sur d'autres saisons. Ça, c'est pas. Je veux dire, on peut faire des erreurs, voilà. Vous m'avez compris. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des trucs ou on garde certaines choses pour une émission future sur un bilan peut-être plus complet sur 2025? Un petit bilan, ça sera bien le bilan. Ouais. C'est ça? Moi, il y a la bonne place d'Alonso. Donc, comme quoi, il est toujours là, ce cher Fernand. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette Aston Martin l'année prochaine où, comme d'habitude, on sera déçu au final. Avec Newey, team principal et puis